Qui est arrivé en premier? Le camping-car ou la caravane? L'œuf ou la poule? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Installez-vous confortablement car c'est aujourd'hui que nous allons essayer de vous raconter l'histoire du camping-car. Il est difficile de trouver un réel point de départ à ce concept, mais on l'imagine bien que ça a démarré avec l'apparition des solutions automobiles. Et pourtant, il n'est pas difficile de supposer que bien avant ça, les gens étaient déjà amenés à vouloir dormir dans leur calèche, leur roulotte, tirée à cheval ou à bœuf. Et puis encore avant, les populations nomades avaient aussi l'habitude de vivre avec des objets adaptés à leur mobilité. On peut remonter jusque dans la Genèse, mais il faut avouer qu'aujourd'hui, si on parle de camping-car, on suppose un truc qui fait vroom vroom poète poète. En France, dès les premières commercialisations de véhicules à moteur, certaines personnes, plutôt excentriques et probablement fortunées, ont ordonné la création de véhicules hors du commun. Comme ce riche distillateur bordelais qui fait construire la bourlinguette sur un camion Panhard avec un moteur de 20 chevaux. Elle ressemble plus à un wagon mis sur la route, mais enfin, à bord tout y était, salon, couchage, cuisine, éclairage électrique. Le poids était si lourd que les roues à boudin en caoutchouc ne supportaient pas. Ils ont dû revenir à des roues en bois avec cerclage en fer. Et pour continuer dans la folie, les freins trop faibles ont dû être doublés et pour plus de sécurité, un système permettait de faire tomber les cales devant les roues. Ouais, c'est moderne. Beaucoup de folie, alors que le propriétaire n'allait certainement pas toucher au volant ou la cuisine. Des domestiques feraient le job. Mais alors, où dorment-ils? C'est une question qui reste sans réponse précise. À cette époque, les véhicules étaient plutôt utilisés pour attirer les foules que pour un usage concret. Par la suite, on verra que des métiers ambulants y verront un intérêt. En 1911, on peut évoquer la Delahaye, encore une folie demandée par un dentiste ambulant cette fois-ci, qui recevait dans le fond ses clients et au centre son habitation. Il faut croire qu'à cette époque, les gens des campagnes avaient un meilleur accès aux soins qu'aujourd'hui. 1920, le camping-car est un prestidigitateur, quelque chose qui commence à ressembler à une cellule posée sur un porteur, ici un Renault. D'ailleurs, c'est étonnant parce que pour ce véhicule-là, je n'ai trouvé qu'une photo qui en fait référence et pourtant il est bel et bien exposé dans un musée. Et donc si jamais vous avez des sources complémentaires à mettre dans les commentaires, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Petit à petit, les créations de toutes sortes sont imaginées selon l'usage et les moyens de leur propriétaire, allant de la simple cabane à l'habitation de luxe signée par son prestigieux créateur. Les médias aussi commençaient à imaginer la suite. Voici en 1900 ce qu'ils pensaient du camping-car de l'année 2000. 1925, la Carling Home de Charles Louvet, une curiosité conçue pour en être une finalement. Elle mesurait jusqu'à 10 mètres de long, 2 tonnes et intégrait un couloir qui permettait aux visiteurs de rentrer par un bout, de voir au travers des vitres des différentes pièces, puis de ressortir à l'autre bout. Si c'est pas insolent tout ça, c'est vraiment fait pour un truc de foire. Ah, et puis grâce à sa structure aérodynamique inspirée des avions, son petit moteur de seulement 10 chevaux pouvait lui faire atteindre la vitesse faramineuse de 24 km/h. Jusqu'aux années 1930, on ne peut pas vraiment parler de camping-car de loisirs. Les gens dorment dans leurs tentes, leurs voitures, parfois ils ont même des remorques. La caravane est à peine présente car les constructions sont lourdes et les voitures peuvent difficilement tracter quoi que ce soit. Je vous passe la période de 39-45 qui n'a pas été particulièrement propice au développement des véhicules de loisirs, qui ressemblaient d'ailleurs étrangement à ces wagons à bestiaux utilisés par ailleurs pour... non, c'était pas la bonne période. C'est aux environs de 1950 que la presse commence à évoquer deux marques, Dig et Notin. On est en France, je le rappelle. Le châssis Renault était quasiment systématiquement utilisé, aménagement luxueux, motorisation 2,3 litres essence qui développait 46 chevaux et une boîte de vitesse avec 3 rapports. Bon, la marque Star apparaît ensuite et se fait connaître notamment sur l'aménagement des estafettes de chez Renault, proposant une cellule amovible qui réutilisait l'espace d'origine, penderie, cuisine, table rabattable, lit de place, convertible en banquette, et même un frigo et une commode pour les versions rallongées. C'est en 1970 que Star connut le succès avec sa cellule posée sur estafette, couchage au-dessus du poste de conduite, un semblant de capucine, peut-être bien la première connue sur le territoire français. Star qui je crois est devenue par la suite la marque Autostar, toujours existante aujourd'hui. Dans ces années-là, la caravane avait très clairement pris la tête du marché.
Elle s'attelait sur des voitures de monsieur et madame tout le monde, des versions dépliantes, en toile, bois et puis aussi en composite. La plupart des fabricants actuels de camping-cars ont débuté eux-mêmes avec des caravanes, les faisant évoluer jusqu'à les poser sur un porteur-châssis. Maintenant, on l'oublierait presque, mais ce mouvement camping-car, bien qu'ayant souvent débuté en aménageant des fourgons, aurait presque perdu cette branche d'activité. Et en termes de fourgons, s'il y a bien un acteur à évoquer dans ce domaine, c'est Westphalia. Pour eux, l'histoire remonte au 19e siècle. Ils fabriquaient déjà des voitures hippomobiles, donc tractées par les chevaux. C'est dans les années 50 que le coup d'envoi décisif se fait sur leur premier van aménagé, le fameux combi Volkswagen. Le fameux combi qui devient par la suite la référence dans le domaine. La guitare, Peace and Love, les cheveux longs, les pattes d'éléphant. À partir de 1963, Westphalia propose des toits rehaussables, relevables, avec la possibilité de couchage supplémentaire. Un grand succès évidemment, puisque c'est devenu aujourd'hui l'élément principal des vannes aménagées. Il n'y a pas vraiment d'histoire précise du camping-car, c'est plutôt chaque fabricant qui a eu sa propre histoire, chacun ayant débuté selon une motivation précise, à un imprévu ou encore à un événement qui mena une personne à vouloir créer quelque chose. Comme d'ailleurs pour l'histoire de Rapido, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait à ce sujet, les débuts sont plutôt originaux. On s'est pas mal penché sur la France, mais même si les autres pays, et notamment les États-Unis, ont eu eux aussi leurs inventeurs fous, il faut avouer que la France a dès le début tenu la tête de ce marché. Aujourd'hui, on le voit avec le positionnement des fabricants et des groupes, Pilote, Rapido, Trigano, qui sont en majorité des Français. À partir des années 70, les choses ont accéléré. L'accès aux véhicules de loisirs s'est petit à petit démocratisé, en parallèle des avancées technologiques. Les camping-cars ont proposé de plus en plus de fonctions et d'éléments de confort qui garantissaient aux occupants des vacances uniques. Les accessoires se sont développés, les communautés d'utilisateurs, les aires de stationnement, les spots touristiques, tout un monde qui s'est créé. Ensuite, du côté des camping-cars, ils se sont également développés conjointement avec l'évolution des camions porteurs. L'augmentation de la puissance moteur qui permettait de pouvoir envisager plus grand et encore plus grand. Les capucines ont aussi beaucoup compté dans cette période car le compromis confort et longueur n'était pas mauvais. Mais dès lors que les porteurs ont pu recevoir plus lourd et plus grand, les capucines ont progressivement laissé place à une autre géométrie, celle des profilés. Plus bas, ils avaient moins de prise au vent sur la route, donc plus de confort à la conduite, moins de consommation et moins de problèmes pour circuler. De là arrive aussi le concept d'intégral qui reprend les arguments de la capucine, 4 couchages permanents, mais avec la hauteur moindre du profilé. Avant 2000, avoir un camping-car était tout de même un privilège coûteux qui laissait encore pas mal de place pour la caravane. Mais aux portes du deuxième millénaire, les fabricants charbonnent, la concurrence est vaste, mais les lois évoluent aussi. Les normes pour les ceintures de sécurité, les poids maximum autorisés sur la route, le permis de conduire VL ou poids lourd, etc. Si bien que petit à petit les choses ont changé. Jusqu'en 2004 par exemple, le camping-car n'avait pas besoin de ceinture à l'arrière si les places assises étaient sur le côté. Les ancrages des ceintures ont aussi dû répondre à des normes de sécurité évidentes, une structure en acier lourd, boulonnée directement au châssis. Les normes se sont installées sur les poids vides, en fonctionnement, etc. Tout cela a obligé les fabricants à adapter leurs produits ou, plus grossièrement, à réduire le poids. On trouve donc deux catégories de choix, ceux qui vont alléger la structure en réduisant les sections des matériaux, limiter les équipements, les entrées de gamme sont souvent dans ce cas-là, et puis ceux qui vont investir dans la recherche pour optimiser les structures, les assemblages, les intégrations de mobilier et préférer des matériaux plus légers mais aussi plus coûteux, comme l'aluminium, le composite. Des catégories de véhicules qui vont plus généralement se trouver dans un niveau de gamme et de prix supérieur. Ils ont cependant tous perdu leur évier en émail pour laisser place à l'évier en inox, le verre pour le plexi, le bois pour le plastique. D'ailleurs, au sujet du bois, pour les mêmes raisons de poids, le choix s'est porté sur les essences les plus légères, comme le peuplier, peu cher et adapté pour cette utilisation. Il est aussi plus sensible face à l'humidité. Beaucoup de portes et de cloisons intérieures ont une âme en carton, prise en sandwich avec 2 fines couches de bois. Donc on peut le dire, en cas d'infiltration d'eau, les camping-cars récents vont certainement plus rapidement montrer des faiblesses. Après, si on évite l'infiltration, il n'y a pas de problème. Toute cette évolution n'a fait que gagner du poids qui a été en parallèle pris par nos bêtises électroniques. Aujourd'hui, il paraît indispensable d'avoir la climatisation au tableau de bord, d'avoir une fermeture centralisée, d'avoir la télévision, une antenne satellite automatique, un chauffage puissant qui souffle dans toutes les pièces, un frigo toujours plus grand, une boîte de vitesse automatique. Et je ne parle pas de ce qu'on met dans la soute, on a tout vu. Le groupe électrogène, la machine à laver, barbecue, scooter électrique. Notre standard d'équipement d'aujourd'hui est bien plus lourd que celui qu'on avait il y a 40 ans.
C'est alors que, depuis les années 2010, une branche qui n'est ni camping-car ni van aménagé retrouve un petit peu de lumière, le fourgon aménagé. Encore lui. La structure extérieure est robuste, l'intérieur est vivable pour deux, le prix d'entrée est plus abordable, et puis c'est aussi la période où on commence à en avoir ras-le-bol des grands camping-cars encombrants. Les gens veulent plus petits. Les camping-cars de plus de 7,50 m se réduisent aux gammes les plus élevées, tandis que les fabricants traditionnels commencent à élargir leur offre. Beaucoup ajoutent les fourgons aménagés à leur catalogue et travaillent sur des implantations astucieuses. Les lits pavillons ont un grand succès et signent la fin des capucines. Les salles d'eau deviennent plus compactes avec des systèmes convertibles. Les lits centraux arrière deviennent rétractables et font encore gagner quelques 20 cm dans le passage. Les salons avec les fameuses banquettes face à face, ça révolutionne le marché. L'espace à bord est évidemment radicalement différent. La course est encore assez intense alors qu'on est à plus de 50 ans d'existence pour la plupart des concurrents. Les fourgons aménagés reçoivent eux aussi petit à petit les innovations comme les salles d'eau convertibles, les lits pavillons et j'en passe. À partir de 2018, alors là je suis un petit peu plus au feeling, le fourgon prend vraiment un essor et toute cette évolution commence à se faire sentir sur le prix. Si bien qu'en 2019, année charnière pour tous les acteurs du camping-car, l'année où je suis arrivé dans le métier, bon sans blague, à ce moment-là, le fourgon aménagé était au moins aussi cher qu'un petit profilé. Et à dimension égale, le profilé est tout de même bien plus confortable. Alors tout cela s'explique assez facilement. Déjà le niveau d'équipement de l'un et de l'autre est absolument identique. Chauffage, batterie, circuit d'eau, gaz, etc. Pour un profilé ou un intégral, c'est facile. Le châssis est à nu, on pose le plancher, tous les éléments techniques, et puis on ferme la boîte avec des panneaux isolants. Pour un fourgon, les contraintes physiques sont présentes dès le départ. Il faut déjà presque tout démonter pour découper les ouvertures, les baies, les lanterneaux, faire passer tous les circuits tant bien que mal, là où c'est possible. Placer les éléments d'isolation dans les moindres recoins. Moi j'ai vu dans les usines fond en dôme un gars qui utilisait un manche à balai pour pousser la laine isolante dans les doublures et les coins inaccessibles. Un autre pendant ce temps-là présentait ses panneaux de mobilier pour ensuite ressortir tout l'ensemble et l'ajuster à la lime et puis rebelote. Ce qui fait que le coût de production d'un fourgon aménagé n'est pas spécialement moins cher que pour un profilé. C'est même parfois l'inverse. Et puis je ne parle pas des déclinaisons esthétiques, les peintures, les jantes, les vitrages qui ont eu aussi pas mal de succès à travers les fourgons. Pourtant, tout ça n'est pas parfait. Le fourgon c'est étroit, pas très haut. Est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative entre le fourgon et le profilé? Eh bien si. L'idée n'est pas si jeune d'ailleurs, mais ce n'est que depuis quelques années que l'idée du camping-car compact devient un phénomène. Aussi large qu'un fourgon à l'extérieur, mais spacieux comme un profilé à l'intérieur. Le tour est joué. Beaucoup de fabricants investissent dans cette gamme compacte. On doit évidemment évoquer Chausson Challenger qui a fait le buzz avec son compact X550 et X150 chez Challenger. Rapido avec sa gamme compacte C86, C56 et puis récemment le C50 qu'on a même présenté sur la chaîne. Cette année, ils sortent même un intégral compact, histoire de prendre le mouvement comme l'avait déjà fait auparavant Itineo ou encore Cartago. L'année 2020, quant à elle, a été un véritable coup de pied dans le marché du VDL. Je dis coup de pied parce que ça peut s'interpréter aussi bien de façon positive que négative. Il a suffi d'un seul petit virus, ainsi qu'une gestion politique et sanitaire bien sûr, pour que tout le monde voit le camping-car et le fourgon comme une solution de rêve. Les ventes explosent à tous les niveaux. Les fabricants montent la cadence et compensent très rapidement le trou lié aux périodes de confinement. En parallèle, Fiat, qui se positionnait en tant que leader incontestable sur le marché du camping-car, s'est vu bien embêté par la situation. En fait, ils n'ont pas eu vraiment de chance. Si mes sources d'information sont correctes, avant le Covid, ils envisageaient déjà d'augmenter leur capacité de production de porteurs en ouvrant une nouvelle usine, prévue en 2020. Aïe aïe aïe, mauvaise pioche, car du coup le projet a été retardé, parce qu'en 2020, on ne savait pas du tout comment le marché du VDL allait se porter. Dans les médias, c'était l'arrêt total d'activité. Donc à la reprise, même en dehors du véhicule de loisirs, tout le monde veut du fourgon. Pour les coiffeurs ambulants, les nounous ambulantes, les huissiers de justice ambulants, tout le monde veut devenir ambulant. Chez Fiat, ça sature donc très vite. Et puis pour ne rien arranger, les composants électroniques venant d'Asie peinent à être acheminés. Les délais de livraison se décalent, les fabricants doivent trancher par avance, préférer des boîtes de vitesse manuelles plutôt que des boîtes automatiques. D'ailleurs, beaucoup de ces fabricants, on le voit, ont élargi leur proposition de porteurs. Ils vont chercher des marques cousines au Fiat, comme Peugeot ou Citroën. Ford a aussi bien progressé, tout comme Renault, mais on voit aussi arriver des porteurs moins courants, y compris dans le haut de gamme, avec plus de Mercedes, de MAN, de Iveco. Le van a aussi ses déclinaisons. Le Renault Trafic et le transporteur du Volkswagen ne sont plus tout seuls. Ils sont entourés de Toyota, Citroën, Opel, Nissan. Bref, tout ça s'élargit.
2021, très belle année pour le monde du camping-car, parce que j'étais encore vendeur. J'en ai marre de cette blague. 2022, moins. Déjà parce que Poutine s'est cogné l'orteil au réveil alors qu'il n'avait pas encore bu son café, mais aussi et surtout parce que de façon globale, l'élastique était déjà très tendu. Et il ne fallait pas grand-chose pour que les ruptures d'approvisionnement deviennent globales. Quand la demande est forte et que la production est faible, hausse des prix. Les matériaux ont d'abord augmenté, les coûts de transport aussi, et puis au final, la main-d'œuvre nécessaire pour tout assembler. On est dans une période qui fera des dégâts, certainement. Déjà au niveau des utilisateurs, les prix grimpent, donc la clientèle va se réduire à ceux qui ont le plus de moyens. Les fabricants doivent faire les bons choix. Déjà, on voit que les gammes sont simplifiées, que la personnalisation des véhicules est moindre, à côté des séries spéciales tout équipées. Les écarts se creusent, peut-être que des marques vont disparaître, d'autres vont au contraire se créer et proposer des alternatives. Alors il ne faut pas s'attrister de la situation. Le monde change en permanence, tout comme il changeait déjà dans les débuts du camping-car. Des marques ont connu des apogées et des chutes, et se sont transformées, réinventées, pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que dans les périodes de difficulté, seuls les acteurs les plus solides et les plus crédibles résisteront. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Que pour passer l'épreuve, il faudra proposer des véhicules bien conçus, robustes, confortables, fiables et durables. N'est-ce justement pas la liste précise des critères que l'on souhaite quand on veut acheter un camping-car ? Alors ne fermons pas la porte à ce qui arrive. Continuons de rêver et de voyager en camping-car, en caravane, en camping, en vélo. Il y aura toujours de quoi profiter des plaisirs du voyage. Il y aura toujours une bonne raison pour s'abonner à la chaîne des coulisses du loisir, laisser un commentaire ou même un petit pouce en l'air. Dans les coulisses du loisir ? Bah oui. On est dans les coulisses du loisir, dis donc c'est incroyable. Il y a une mouche qui me tourne autour. Pourtant je me suis lavé mais j'ai pas compris là. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. J'ai encore quelques vidéos à écrire, moins longues j'espère. Donc je vous dis à très bientôt dans les coulisses du loisir.